Berlin, nid d'espions. La capitale allemande a été le théâtre du plus grand nombre d'affaires d'espionnage au monde. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Berlin est divisé en secteurs par les puissances victorieuses et que s'installent de longues années de guerre froide. Planques, tunnels ou stations d'écoute, la ville recèle encore bien des secrets. Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Je vous retrouve sur l'Alexanderplatz à Berlin, près de l'horloge universelle. Au temps de la RDA, c'était un point de rendez-vous très prisé des espions et des collaborateurs de la Stasi, la police politique. Voilà tout ce qu'on m'a donné comme information sur le sujet du jour. Je sais seulement que ma mission commence ici, mais je n'ai pas eu plus d'instructions. Ah, ça devient intéressant. J'imagine que je dois ouvrir la mallette. En temps normal, j'avertirais la police, mais ça m'étonnerait que ce soit une bombe. Ah, il y a un message. Bonjour, agent Girard. C'est bien moi. Notre station d'écoute a découvert que 2 agents des services secrets étrangers doivent se rencontrer aujourd'hui à Berlin pour échanger des informations. Nous ignorons le lieu et l'heure précis, mais voici un itinéraire à suivre qui passe par différents points de rendez-vous possibles. Sous la couverture d'un présentateur télé, c'est dans mes cordes, vous devez vous rendre sur ces lieux. Votre mission, si vous l'acceptez, est de photographier la rencontre des 2 agents et, si possible, l'échange des informations sous la forme d'un sac ou d'une valise. Soyez vigilants et ne faites confiance à personne. Votre point d'extraction est le musée de l'espionnage. Ah ah, intéressant. Vos photos y seront analysées. Nous vous souhaitons bonne chance. Me voilà avec un appareil photo et une mission. Moi aussi, j'ai le plaisir de vous accueillir dans Xenius, aujourd'hui au musée allemand de l'espionnage à Berlin. Je ne sais pas encore ce qu'on attend de moi dans cette émission, mais j'ai comme l'impression qu'il se trame quelque chose d'étrange. Ah, je vais peut-être en savoir plus. Bonjour Madame Eichelberg. Nous avons bien reçu votre candidature au poste d'agent secret dans notre organisation. Nous avons le plaisir de vous informer que votre profil et votre personnalité correspondent parfaitement à nos attentes. Mais avant de vous recruter, nous devons évaluer vos compétences sur le terrain. Nos collègues du musée de l'espionnage vous aideront à tester vos connaissances et à vous entraîner. Nous comptons sur vous, mais n'oubliez pas que nous vous observons et vous suivons de près. Eh ben, un espion est censé passer inaperçu et ça n'a jamais été mon fort. Quant au reste, nous verrons comment je m'en tire au cours de l'émission. En tout cas, je ferai de mon mieux pour devenir une espionne de haut vol. C'est donc ma mission du jour. J'espère aussi en apprendre plus sur l'histoire de l'espionnage, car mes sources me disent qu'elle a commencé il y a bien longtemps. Épier, infiltrer, écouter. Tout est bon pour recueillir des informations confidentielles. L'espionnage est à l'origine de bien des mythes et des légendes. Son histoire a plus de 2500 ans. Avec Florian Chimikowski, historien au musée allemand de l'espionnage, nous allons remonter son fil en quelques grandes dates. L'espionnage a toujours les mêmes objectifs. Il s'agit d'obtenir des renseignements militaires ou économiques, ou bien encore de savoir ce que fait et pense la population, souvent à des fins de répression. Ces 3 principales raisons, nous les retrouvons à travers toute notre histoire passée, et certainement dans celle à venir. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Darius Ier, le roi perse, assiège la ville insurgée de Babylone depuis 20 mois, sans succès. Zopyre, l'un des plus fidèles compagnons du roi, a alors une idée pour conquérir la ville, et elle est effroyable. Il se coupe le nez, les lèvres, les oreilles et se fait fouetter. Ainsi mutilé et ensanglanté, il se présente aux portes de Babylone. Il prétend que les Perses l'ont traité avec cruauté et qu'il désire se venger. Les assiégés le font entrer dans la ville et le soignent.
Pour gagner leur confiance, il révèle de prétendues informations sur le roi Darius et son armée. Reconnaissant, les habitants lui remettent les clés de la ville. Zopyre attend le moment opportun et ouvre grand les portes de la ville aux guerriers perses. Babylone est prise et réintègre l'empire de Darius. C'est un scénario que l'on retrouve souvent dans l'histoire. Des agents doubles parviennent à accéder à de hautes fonctions dans le camp ennemi et renversent le cours des choses. 3 siècles avant notre ère, les Romains semblent invincibles. Un seul homme ose les défier, Hannibal, général de Carthage. Après la bataille de Vénusia, il entre en possession de l'anneau sigillaire d'un consul romain tué. Le sceau lui permet de manipuler son adversaire avec de fausses missives romaines. Il envoie des informations mensongères, notamment sur les prochaines cibles des attaques ou sur la taille de son armée. C'est pour ainsi dire une forme primitive de fake news. La méthode a toujours été employée par les services secrets, encore aujourd'hui. On répand de fausses informations, on fait courir des bruits, avec différents objectifs. Dans ce cas, il s'agissait évidemment de tromper l'ennemi. Par ce subterfuge, Hannibal a remporté plusieurs grandes victoires face à un ennemi plus puissant. Et il a tenu les Romains en échec pendant plusieurs années. La cour de Constantinople en l'an 552. 2 moines ayant longtemps séjourné en Chine se présentent à Justinien Ier qui règne sur l'Empire byzantin. Ils affirment détenir le secret de la fabrication de la soie, jalousement gardée par la Chine. C'est une occasion inespérée pour l'empereur. Désireux de pouvoir fabriquer lui-même la précieuse étoffe, il décide de renvoyer les 2 moines en Asie. Leur mission, ramener les insectes essentiels à la production de la soie, les vers à soie. Pour mener à bien cette mission clandestine, les 2 moines espions ont l'idée de cacher les œufs des vers à soie dans leurs bâtons de pèlerin en bambou creux. C'est un exemple évident d'espionnage industriel. Cela a permis la mise en place de l'industrie byzantine de la soie, ce qui a mis fin au monopole chinois. L'histoire de l'espionnage est pleine de rebondissements. Et ces chapitres continuent de s'écrire. Nous retrouvons Pierre, notre espion d'un jour. Sous sa fausse identité de présentateur télé, il doit repérer 2 agents qui vont échanger un sac rempli d'informations top secrètes. Je vois des regards suspects, mais pas d'agents. Son jeu de piste le conduit à travers Berlin sur des lieux emblématiques de l'histoire de l'espionnage. La gare de Friedrichstrasse, par exemple. En raison des nombreux adieux échangés ici au temps du rideau de fer, ce poste frontière a hérité du surnom de Palais des larmes. Ce point marquait la séparation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. À l'époque, il servait donc aussi de passage aux agents secrets des 2 blocs. C'est ici qu'en 1979, par exemple, l'officier de la Stasi Werner Stiller a rejoint l'Allemagne de l'Ouest avec des informations capitales sur la Stasi et l'identité de ses dirigeants. Ces 2-là ont vraiment l'air louches. Ce que Pierre ignore, c'est que lui aussi a été pris en filature par un ancien agent des services secrets allemands. Quel suspense! Je crois que ces 2 personnes-là, je les ai photographiées parce qu'elles viennent de s'échanger quelque chose. Elles repartent l'air de rien. Concentré sur sa mission, Pierre ne remarque pas l'espion sur ses talons. Transmettre et crypter des informations sensibles. Pour ce faire, les services de renseignement peuvent aujourd'hui compter sur l'informatique et ses algorithmes. Mais depuis son invention au XIXe siècle, le code Morse reste utilisé. Les chiffres et les lettres sont transmis sous forme de signaux intermittents, courts ou longs. Un manipulateur Morse. Et tout ça pour une seule lettre.
Connaître l'alphabet morse et ses codes fait partie des compétences de base de tout espion. Première initiation pour Dörte. Ah! So. Alors, Pierre, sauras-tu décoder ceci? C'est fait, même si je dois reconnaître que j'ai un peu triché puisque la traduction s'affichait à l'écran et que j'avais un écran. Il n'empêche, dans ce genre de situation, je suis bien contente de vivre à l'ère numérique. Parce que si j'avais dû me qualifier au poste d'agent secret au début du siècle dernier et apprendre pour cela tout l'alphabet morse par cœur, j'aurais sûrement été recalée avant même d'avoir le temps d'épeler ouf. Notre voyage dans l'histoire de l'espionnage se poursuit et nous mène au XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, de violents combats secouent l'Europe. Les puissances qui s'affrontent doivent élaborer des stratégies ingénieuses à tous les niveaux. C'est la naissance des services secrets modernes. Mata Hari est sans conteste l'espionne la plus célèbre de cette époque. La belle néerlandaise, mariée à un officier de l'armée, vit plusieurs années dans l'actuelle Indonésie. À son retour en Europe, elle reste marquée par cette culture exotique. Elle devient danseuse à Paris et son charme fait tourner la tête des riches et des puissants de la capitale française. Les Allemands voient en elle une informatrice bien placée et la recrutent comme espionne, chargée de surveiller la haute société parisienne. Bientôt, elle est aussi approchée et surveillée par d'autres services secrets. Mais les Français finissent par découvrir son statut d'agent double et la condamnent à mort pour intelligence avec l'ennemi. En 1917, elle est fusillée. S'il est vrai que Mata Hari est l'espionne la plus célèbre de tous les temps, elle était aussi l'une des plus inefficaces. Nous n'avons trace d'aucune information vraiment précieuse qu'elle aurait fournie. Il s'agissait principalement de ragots. Mais Mata Hari avait une forte personnalité, une aura exotique, et la propagande française en a rajouté pour se vanter d'avoir capturé une espionne d'envergure. Tout cela explique qu'une légende soit née autour de sa personne et qu'on lui ait attribué un rôle bien plus important qu'elle n'a eu en réalité. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, l'Europe se déchire à nouveau. Les multiples fronts de bataille imposent un réseau de communication efficace. Transmettre des informations stratégiques est nécessaire, mais risqué. Il est donc essentiel de les crypter. L'armée allemande utilise Enigma, une machine de chiffrement qui porte bien son nom. Son fonctionnement est ultra complexe. En son cœur, des rotors tournent selon un schéma différent à chaque lettre, ce qui rend le décodage du message final quasi impossible. Pendant longtemps, les Allemands croient leur code inviolable. Mais le mathématicien britannique Alan Turing et une équipe de cryptanalystes travaillent pour le compte des renseignements britanniques. Dans un manoir tenu secret, ils s'attellent à casser les codes nazis. Fin 1940, elle est enfin opérationnelle, la machine à déchiffrer britannique, aussi surnommée la bombe. On estime que le décryptage des messages d'Enigma par les services britanniques a écourté la guerre de 3 à 4 ans. Personne ne conteste son importance stratégique. Le débarquement en Normandie, par exemple, reposait largement sur des informations transmises par Enigma et décodées par les Alliés. Ils connaissaient les positions allemandes en Normandie, les mouvements de troupes. Cela a aidé à planifier l'opération et à la mener efficacement. Pendant l'après-guerre, les États-Unis et l'Union soviétique poussent les opérations d'espionnage à leur paroxysme et font de Berlin une plaque tournante des services de renseignement. Février 1962, l'espion soviétique Rudolf Abel, capturé aux États-Unis, doit être échangé contre Francis Gary Powers, agent de la CIA démasqué en URSS. Le lieu de l'échange, le pont de Glienicke, très vite surnommé le pont des espions. C'est le premier échange d'agents secrets entre les deux superpuissances. La tension est à son comble.
Le pont qui fait la jonction entre les secteurs américains et soviétiques se prête parfaitement à de tels échanges. Le pont de Glienicke se situe dans un parc, un peu à l'écart, sans habitation d'où la population pouvait observer. Et à l'époque, il était fermé à la circulation. C'était donc l'endroit idéal pour procéder à un échange tout en surveillant l'ennemi et ses manœuvres. Au cours de ces pesantes années de guerre froide, l'espionnage et le contre-espionnage sont constants entre les puissances occidentales et le bloc soviétique. On parle même d'une guerre des espions. Le plus impressionnant, c'est la créativité qu'avaient les services secrets pour équiper leurs agents. Il y avait de minuscules appareils photo ou des micros camouflés dans toutes sortes d'objets. C'étaient des prouesses de miniaturisation pour l'époque. Des appareils capables de produire des micro-points ou d'enregistrer des conversations, cachés dans des rouges à lèvres, des porte-clés, des boîtes d'allumettes. Tout pouvait dissimuler ces petits équipements, conçus spécialement pour espionner. Dans les années 1980, la technologie progresse à grands pas, et avec elle, les activités d'espionnage. L'ère numérique change la donne, avec une surveillance mutuelle et de tous bords. Services secrets, acteurs de l'économie, mais aussi personnes privées, tous épiés et tous espions. Internet rend accessible une incroyable masse d'informations, que des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden ou des activistes comme Julian Assange publient via des plateformes telles que Wikileaks. Mais l'impact reste difficile à évaluer. Passé le choc des révélations, les médias n'en parlent plus. Donc souvent, les gouvernements laissent passer la vague de colère générale. Il n'y a pas encore eu de retentissement significatif, mais cela viendra peut-être avec d'autres révélations. L'art de l'espionnage a encore de beaux jours devant lui. Sous couvert de présenter Xenius, Pierre, l'espion, poursuit sa mission, bien décidé à repérer deux agents censés échanger des informations confidentielles. Il ne se doute pas que lui aussi est suivi. Je dois me rendre à l'ambassade de la Fédération de Russie. C'est la prochaine étape. Jusqu'en 1991, peu après la chute du mur, Berlin a hébergé le principal bureau extérieur du KGB, le service de renseignement soviétique. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une simple ambassade, officiellement. En réalité, il est très probable que les services secrets russes y aient encore un bureau. Les experts pensent que le bâtiment de l'ambassade russe abrite toujours divers équipements d'espionnage, en particulier sur le toit. De quoi peut-être surveiller en toute discrétion le quartier du gouvernement allemand, qui s'étend tout près, juste de l'autre côté de l'Hpree. Mais d'autres ambassades se trouvent dans le quartier, notamment l'ambassade de France, l'ambassade britannique et celle des États-Unis, qui font peut-être pareil. Xenius a reçu le concours d'un ancien agent des services de renseignement allemands. Il est temps pour lui de mettre fin à la filature de Pierre et d'aller rejoindre Dörte au musée de l'espionnage. Dans de nombreux films d'espionnage à la James Bond, les héros doivent traverser un labyrinthe de rayons laser sans déclencher l'alarme. Dörte a droit à 3 essais. Ah zut! Deuxième tentative. Oh non, on va tous y rester! Dernière chance. Aïe! Raté! Vraiment désolée. J'aurais aimé sauver le monde, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à espérer que cette épreuve ne soit pas éliminatoire quand on veut devenir un espion. Mais le mieux pour le savoir, c'est encore de demander directement à l'un d'entre eux, un ancien agent secret que je vais rencontrer tout de suite. Il vient justement d'arriver au musée.
Léo Martin, enchanté. Dörte, bonjour. Je suppose que ce n'est pas votre vrai nom, si? Un nom, ce n'est qu'une étiquette. Ne nous embarrassons pas de ces détails inutiles. Est-ce que vous avez appris à passer des obstacles laser? J'ai travaillé pendant 10 ans pour les services secrets presque jour pour jour, mais je n'ai jamais été confronté à des rayons laser. J'ai découvert ça dans ce musée et je m'en suis tiré de justesse. Pas de quoi se vanter. Et pour vous? Je ne sais pas, est-ce que vous m'observiez ou était-ce seulement Pierre? Aujourd'hui, ma seule cible était Pierre. Je ne me suis occupé que de lui, de personne d'autre. J'étais focalisé sur ma mission. Bien, ça me rassure. Votre travail était de recruter des informateurs. En quoi est-ce qu'il consistait exactement? J'ai fait des études de criminologie, puis j'ai travaillé pendant 10 ans pour l'Office fédéral de protection de la Constitution. J'étais chargé de recruter des informateurs dans le milieu du crime organisé. Je devais choisir quelqu'un dans ce milieu qui en dépendait socialement et financièrement, et l'amener à travailler avec nous, malgré lui, sur une longue période. Il me fallait donc créer une relation de confiance avec une personne qui n'avait rien à y gagner. C'est une mission impossible, ça. Est-ce que vous aviez un truc? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous devons exercer une certaine pression sur la cible et le faire de la bonne façon. Pour cela, il nous faut des informations sur elle par des sources internes. Ensuite, je vous contacte, Dörte, et je détaille par exemple tout ce que vous cachez dans votre cave. Vous pensiez que c'était un vrai bunker avec des informations explosives que vous croyiez privées et bam! Voilà que vous découvrez que je sais tout de vous. Et cela vous met sous pression parce que votre réflexe est de vouloir reprendre l'avantage. Vous devez donc apprendre ce que je sais exactement et ce que je veux. Cela va vous pousser à prendre contact avec moi et à rester en contact avec moi. Ensuite, j'ai 6 à 8 semaines pour transformer votre impulsion à fuir cette situation en motivation à agir. Je dois faire en sorte que vous ne songiez plus simplement à faire ce que je vous demande, mais que vous le fassiez vraiment. Et que vous le fassiez pour moi, personnellement. Pas pour le pays ou pour un monde meilleur. Tout se joue entre nos deux personnes. Bon, aujourd'hui, vous pouvez parler ouvertement de votre carrière passée. Mais quand vous étiez un agent actif, j'imagine que personne ne devait être au courant, si? La seule exception, c'est la personne qui partage votre vie. J'avais 3 ou 4 portables sur ma table de chevet qui pouvaient sonner en pleine nuit. Et alors, il fallait que je parte sur le champ pour 2 heures ou 2 jours. Si vous n'avez pas une explication valable pour ces absences, votre couple explose. Pierre croit qu'il est en mission de surveillance alors qu'en fait, c'est vous qui le suiviez. Pensez-vous qu'il vous a grillé? Je ne sais pas. Je pense avoir fait du bon travail, même si pour les besoins du tournage, nous avons pris des risques qu'un agent secret ne prendrait jamais en réalité. Il y a donc un risque qu'il m'ait vu. Moi aussi, j'ai hâte de le savoir. Qu'avez-vous pensé de cette mission? Cela fait bien longtemps que je n'ai plus fait de filature. C'était pour ainsi dire un retour aux sources. Et ça m'a amusé. Pierre arrive à son tour au musée de l'espionnage. Il ignore toujours le fin mot de l'histoire. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour Pierre. Tu m'attendais? Mais oui, Bonjour. Léo Martin, bonjour. Pierre. Je sais. Enchanté. tu le connais? Pierre, votre mission aujourd'hui était d'observer et de photographier 2 agents. Qu'avez-vous obtenu? J'ai surtout photographié plein de sacs. J'ai aussi vu 2 personnes, une femme et un homme, qui se sont passés un sac rouge. Pierre, j'ai travaillé pendant 10 ans pour les services secrets et je vous mets une bonne note, parce qu'un agent secret ne doit jamais revenir les mains vides. Très bien. Chaque sac que vous avez photographié est une preuve potentielle. Vous voulez voir les photos? Tu en as vraiment pris? La vérité, Pierre, c'est qu'il n'y a eu aucun échange de toute la journée. Hein? Mais c'est pas possible. Ce sac-là. C'est la marque d'un bon espion de ne pas croire ce qu'on lui dit. J'en étais pourtant persuadé. Alors cet échange de sacs n'était qu'un hasard. Pure coïncidence. La seule mission était pour moi. Je devais vous suivre toute la journée. Nous nous sommes croisés près de l'horloge universelle, au début de l'émission. Je suis passé tout près de vous. Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises? Partout, toute la journée. Nous avons traversé la place à pied. Nous avons longé le parc derrière l'Alexanderplatz. Nous sommes allés à la gare de Friedrichstraße. Vous n'étiez pas habillé pareil, si?
Si, je portais même un énorme sac très reconnaissable. Oh non! Merci pour cette journée avec vous. Merci. Qui sait quand nous nous reverrons, Pierre? Oui, qui Je sait? crois que je vais faire des cauchemars cette nuit. Oh, il est parti! Aussi mystérieusement qu'il est arrivé. Espèce de filoute. Tu étais au courant? Non, j'étais absorbée par ma propre mission. J'ai été choisie pour être la prochaine James Bond girl. C'est vrai? Non, je rigole. Tu es déjà mon espionne préférée. Merci, mon cher Pierre. Mission accomplie. Mais je crois que décidément, je ne suis pas faite pour être agent secret. Moi non plus, de toute évidence. Non. Mais c'est un monde fascinant. Et c'était vraiment intéressant de parler à un véritable agent secret. Oui, mais j'attends la prochaine émission pour montrer enfin de quoi nous sommes vraiment capables. Oui, voilà. En attendant de vous retrouver, bon baiser de Berlin. On vous dit à bientôt. Salut! Restez curieux, bien sûr. Au revoir. Aber Pyrenäen sind so sehr.